Oui, ben, ils n'ont qu'à chercher, hein, c'est pas 23 ans après. Si l'enquête avait été bien faite tout de suite, peut-être qu'ils auraient trouvé quelque chose. Peut-être. Pendant des années en France, des jeunes filles ont disparu les unes après les autres. Pas dans une grande ville, pas dans un contexte de guerre, pas au milieu d'un chaos impossible à contrôler. Non, elles disparaissaient dans l'indifférence presque totale, parce qu'elles étaient pauvres, parce qu'elles étaient vulnérables, parce qu'elles venaient de la DAS. Et surtout, parce que pour beaucoup, leur absence pesait moins lourd qu'un vrai scandale. Puis un jour, dans un champ de lionnes, sous 30 cm de fumier, on retrouve enfin un corps, ligoté, bâillonné, abandonné comme un déchet. À partir de là, la vraie question n'est plus seulement « qui a fait ça ?». La vraie question, c'est combien de fois on a laissé faire avant de décider que ces filles comptaient enfin. Et ça, croyez-moi, c'est peut-être la partie la plus monstrueuse de toute cette histoire. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle où il y a eu un paquet d'erreurs, mais toujours moins grave que ce que tu fais actuellement. Ah oui, parce que je sais que t'as pas de VPN là. Comment je sais ? Bah parce que t'as pas de VPN. Voilà, c'est pour éviter que tu te fasses siphonner ton compte bancaire par un hacker nord-coréen que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une excellente solution pour te protéger, c'est validé par plus de 38 millions d'utilisateurs et plus de 20 000 personnes qui ont noté ce VPN comme excellent sur Trustpilot. Ça fait quasiment 4 ans que j'utilise CyberGhost VPN et on m'a toujours pas vidé mon compte bancaire. C'est dommage, j'aurais pas dit non à ce qu'on me vole mon découvert. Bref, un VPN c'est essentiel pour protéger ta vie privée numérique parce que la navigation privée, elle est pas privée en réalité. Ton fournisseur d'accès internet, le service informatique de ton école ou de ton entreprise, le routeur Wi-Fi de ton domicile et les sites web que tu visites savent quitter et te pistent pour utiliser tes données perso. Bon, et si tu vas sur un réseau Wi-Fi public, ce sont tes mots de passe, tes coordonnées bancaires, toutes tes infos personnelles que tu offres comme des petits bonbons aux hackers. Le bouclier face à ces intrusions dans ta vie privée, c'est CyberGhost VPN. Ce VPN crypte et redirige 100% de ton trafic via des serveurs sécurisés, ce qui empêche les fouines de mettre leur nez dans tes données. Ça peut être pas mal si tu prévois de regarder la Coupe du Monde en rat au boulot. Ou Gossip Girl, c'est bien aussi. CyberGhost possède 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, prêts à répondre à tous tes besoins. Avec CyberGhost, tu peux changer ta localisation et débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et plein d'autres encore. Donc si t'aimes les animés, les films ou le sport avec les joueurs de foot qui sont clairement sous-payés, t'auras plus aucun programme géorestreint. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour toi. Comme ça, tu peux partager avec du monde en plus. Ne rate surtout pas l'offre exclusive pour toi avec le lien dans ma description. 83% de réduction immédiate et 4 mois gratuits pour un abonnement qui revient à 2,03€ par mois. En plus, c'est sans risque et il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Protège-toi maintenant avec mon lien en description. Allez, on commence. Être gendarme, c'est être prêt à tout. Vous ne savez jamais vraiment quelle affaire défraiera la chronique, et laquelle passera inaperçue sans intéresser personne. Un nom de plus dans un dossier classé, un meurtre de plus dans la campagne, une disparition inquiétante de plus qui ne sera jamais élucidée. Et puis, il y a les histoires qui débutent sans un bruit, comme des centaines d'autres, mais qui finissent par prendre des proportions inimaginables. Patrice Urbain le sait mieux que personne. En 1981, quand il se voit confier une toute nouvelle enquête, ce gendarme de 28 ans pressent que l'affaire n'ira pas bien loin. Pourtant, les faits sont particulièrement graves. Le corps d'une jeune femme a été découvert dans un état de décomposition avancée, caché sous 30 cm de fumier, dans un abri à bestiaux au beau milieu d'un champ sur la commune de Rouvray, dans le département de l'Yonne. Ce sont 2 agriculteurs qui ont signalé la présence de la dépouille, après avoir senti une odeur pestilentielle se dégager du cabanon. D'abord, ils ont cru avoir affaire au cadavre d'un animal, sauf qu'en remuant un peu les excréments pour sortir les restes de ce qu'ils pensaient être un renard ou un lapin, c'est une tête humaine qui a fait surface. Attention, on va parler de sujets sensibles. J'aurais peut-être dû commencer par là. Accompagné de ses collègues, Patrice Urbain entreprend donc tout d'abord d'extraire entièrement le corps de la victime, dont il ne reste malheureusement plus grand-chose. À n'en pas douter, ça fait des mois qu'elle se trouve ici. Mais en plus de ça, le fumier sous lequel elle a macéré durant tout ce temps a considérablement accéléré le travail de la nature, en dégradant les tissus organiques. Malgré tout, une chose est sûre, c'est une jeune femme. Et elle a été suppliciée. Dans sa bouche, on retrouve un morceau de slip qui n'a pas pu se trouver là, ni tout seul, ni par hasard. Et comme si ça ne suffisait pas à comprendre l'horreur qui a pu se jouer ici, ses poignets et ses pieds sont encore attachés par des bouts de jeans déchirés. Pendant que la procédure suit son cours, les militaires se mettent à fouiller cette scène de crime inhabituelle de fond en comble. Ce qui compte avant tout, ce sont les indices, les preuves matérielles. D'ailleurs, c'est pas ce qui manque dans l'abri à bestiaux. Les gendarmes y trouvent une paire de chaussures de femme,
une jupe de couleur rouge, ainsi qu'un chemisier taché de sang. Vous vous doutez bien qu'au début des années 80, il fallait pas encore compter sur l'ADN. Donc la découverte de ce sang, qui constituerait un élément majeur aujourd'hui, permet juste aux enquêteurs de l'époque d'imaginer que l'agresseur a sûrement utilisé une arme ou un objet pour attaquer sa victime à un moment donné. Autre point important. Du lisier est encore présent sous la semelle des chaussures. Le lisier, c'est un engrais liquide. Et ça veut dire que la jeune femme se tenait encore sur ses deux pieds lorsqu'elle est entrée dans l'abri, ce qui implique qu'elle était bien consciente, et peut-être même qu'elle est venue de son plein gré. Les premiers contours de cette histoire sinistre se dessinent entre les murs de planches du cabanon. Mais le plus dur reste encore à faire. Identifier la victime. Patrice Urbain sait d'avance que ce sera pas une partie de plaisir. D'ailleurs, l'autopsie n'apporte aucun élément nouveau. Si ce n'est qu'il s'agit d'une jeune femme âgée d'une trentaine d'années, et qu'elle gît effectivement sous ce tas de fumier depuis de longs mois, sans être en mesure de dire à quand remonte la mort. C'est plutôt léger pour tenter de mettre un nom sur une dépouille, en plus d'annoncer une enquête complexe et fastidieuse. Pour mettre toutes les chances de son côté, la gendarmerie décide donc de placer leur meilleur élément sur cette affaire, le chef de brigade Christian Jambert. L'homme n'est pas franchement apprécié de sa hiérarchie, à cause de son caractère solitaire et borné. Sauf qu'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à ce militaire de 40 ans, c'est qu'il résout tous les dossiers qui lui sont confiés. Il a la réputation de mener des enquêtes serrées, et il est connu pour ne jamais négliger la moindre piste, quitte à passer ses journées comme ses nuits, le nez dans ses papiers, et se comporter de façon obsessionnelle en mettant sa vie de famille de côté. Eux, ce sont mes collègues préférés. Moi, je suis décoratif. Donc vous imaginez bien qu'à la moindre instruction un peu plus compliquée que d'ordinaire, on lui passe la main. Et c'est ce qui se produit dans le cas de la jeune femme retrouvée au milieu du fumier dans l'abri à bestiaux. Christian Jambert, aidé de son collègue Patrice Urbain, mord sa prise et ne la lâchera plus jamais. Et immédiatement, une question le tracasse. Qu'est-ce qu'une jeune femme serait venue faire dans ce champ? Est-ce qu'elle a été agressée par un inconnu alors qu'elle le traversait? D'après lui, le coupable était forcément informé de 2 points essentiels. Le premier, c'est qu'il avait connaissance de l'existence de cet abri situé en pleine campagne. Le second, c'est qu'il savait que le fait d'enfouir le corps de sa victime sous le fumier allait accélérer sa décomposition. Ces 2 faits ne peuvent pas être le fruit du hasard. En tout cas, pas pour Christian, qui se met à gamberger 24 heures sur 24 sur le profil du coupable. Mais tant que ça coincera au niveau de l'identification du cadavre, les chances que justice lui soit rendue restent très faibles, si ce n'est inexistantes. Alors, le gendarme a une idée. Faire le tour de tous les dentistes auxerrois avec la mâchoire de la victime en guise d'indice. Et oui, les praticiens conservent généralement une trace de leurs actes médicaux pendant plusieurs années. Il y a quand même une bonne part de chances que la victime du Rouvray se soit rendue chez le dentiste au moins une fois dans sa vie. Et donc que l'on trouve une correspondance entre l'un des dossiers de patients et elle. Dans ce cas, le mystère serait immédiatement levé. Hasard ou coup de génie? Toujours est-il que cette initiative paie quelques mois plus tard. La défunte est enfin identifiée. Son empreinte dentaire correspond au dossier d'une patiente de 22 ans, qui s'est fait soigner dans un cabinet de la ville. Sylviane Lesage. Ça fait exactement 4 mois qu'elle a disparu. Mais personne n'a encore alerté les autorités. Mariée et mère d'un petit garçon. Elle est pourtant une ancienne pupille de la DAS, ce qui veut dire qu'elle a été confiée à l'État lorsqu'elle n'était qu'une petite fille. Ça arrivait notamment quand les parents abandonnaient leurs enfants à la naissance, qu'ils n'étaient pas en mesure de s'occuper d'eux, ou tout simplement dans les cas de mauvais traitement. Une enfance qui fait douloureusement écho à la propre histoire de Christian Jambert, lui aussi enfant de la DAS. Sylviane n'a donc pas eu une vie facile. Et au cours de son enquête, le chef de brigade apprend que le passage à l'âge adulte n'a pas été beaucoup plus joyeux. Mariée avec un délinquant multirécidiviste, elle survit entre les maltraitances quotidiennes et les longs passages en prison de son conjoint. Isolée la plupart du temps, fragile et angoissée, elle parvient à trouver un peu de réconfort en passant régulièrement rendre visite à Gilberte Leménorel, chez qui elle avait été placée en famille d'accueil des années plus tôt. En menant son enquête de proximité, Christian est amené à s'entretenir avec cette femme, qui a passé sa vie à accueillir des enfants en difficulté. C'est de cette façon qu'il apprend que Sylviane, déjà brisée par son passé compliqué, ne supportait plus les menaces et l'agressivité de son mari et prévoyait de divorcer. Voilà un bon tuyau. La piste semble prometteuse. Faut dire qu'avec un époux dans la balance, il y a 4 chances sur 5 d'avoir trouvé le coupable. Dans le doute, on devrait mettre tous les époux en prison. Mais je vous l'ai dit, le gendarme n'est pas du genre à s'arrêter de creuser au premier semblant de réponse. Et il fait bien. Car Gilberte Leménorel n'est pas la seule adulte à composer le foyer de cette famille d'accueil. Elle est sur le point de lui parler de l'homme qui partage sa vie depuis 5 ans. Un homme dont le nom hantera le gendarme jusqu'à la fin de ses jours. Le gendarme et la France entière.
Émile Louis. Un frisson désagréable glisse le long de l'échine de Christian Jambert lorsqu'il entend ce nom, parce qu'il est loin de lui être inconnu. Il avait déjà interrogé ce chauffeur de bus dans le cadre d'une autre enquête, 2 ans plus tôt. Et ce qui perturbe le militaire, c'est que, déjà à l'époque, il avait l'intime conviction que l'homme était impliqué dans son affaire. Mais comme on le dit si bien, sans preuve et sans cadavre, pas de crime. Car il ne s'agissait alors que, entre guillemets, d'une affaire de disparition. Martine Renaud, une adolescente de 16 ans, s'est tout simplement volatilisée un beau matin. Elle aussi était hébergée dans un foyer d'enfants placé par la DAS. Et surtout, elle aussi a croisé la route du fameux Émile Louis. C'est lui qui conduisait le car scolaire qu'elle prenait tous les jours pour se rendre à l'IME, l'Institut médico-éducatif, où elle suivait ses cours. Au moment de sa disparition, elle avait confié à des amis qu'elle allait enfin rencontrer sa mère biologique, notamment grâce à la gentillesse de son chauffeur de car, qui s'était proposé de l'y emmener. Des témoins avaient même signalé que ce dernier avait été aperçu en train de rôder près de l'IME, le jour même de la disparition de Martine. Ces indices avaient évidemment conduit Christian Jambert à entendre Émile Louis en tant que suspect. Pour le gendarme, tous les faits et les témoignages recueillis menaient au chauffeur de car. Pourtant, faute de preuves concrètes, l'enquête n'a jamais été plus loin. Et l'affaire a été classée comme un simple départ volontaire. Alors apprendre que son suspect de l'époque est encore une fois dans les parages lorsque le meurtre d'une autre jeune femme de la DAS est commis 2 ans plus tard, c'est loin de laisser le gradé de marbre. Donc, de 2 choses l'une. Soit Émile Louis est l'homme le plus malchanceux du monde, soit c'est un prédateur. Et s'il penchait déjà sérieusement pour la seconde option, Christian Jambert et Patrice Urbain vont faire une autre découverte qui va définitivement sceller leurs convictions. Gilberte Leménorel, qui est donc la compagne d'Émile Louis, leur explique qu'ils accueillent ensemble des enfants de la DAS depuis plusieurs années. Tout ça en plus des 4 enfants dont elle est déjà la mère biologique. Mais avant Sylviane Lesage, ils ont déjà perdu une autre jeune fille. Les 2 gendarmes échangent un regard dubitatif à l'annonce de cette nouvelle. Une disparition et un meurtre dans la même famille, à la tête de laquelle se trouve un homme suspecté d'enlèvement par le passé, et dans le plus grand des silences qui plus est. C'est un peu lourd à digérer, surtout pour le chef de brigade, qui se sent particulièrement concerné par le sort de ces jeunes filles, dont personne ne semble s'inquiéter. Cette nouvelle disparue s'appelle Jacqueline Weiss. Elle est donc pupille de la DAS et grandit au sein du foyer des Louis, entourée d'autres jeunes, en plus des enfants de Gilberte. Du haut de ses 18 ans, elle souffre d'une déficience mentale qui limite ses capacités à celles d'un enfant d'une dizaine d'années. C'est une jeune fille que tous décrivent comme très gentille, malgré sa simplicité. Parmi tous les enfants dont s'occupe le couple, c'est aussi la préférée d'Émile Louis. Il lui donne des petits surnoms, se montre très affectueux avec elle et la couvre de câlins et de bisous. Mais parfois aussi, il place ses mains autour de sa taille et se comporte avec elle d'une façon qui ne ressemble en rien à celle d'un père de famille. La journée, elle fréquente l'IME comme la plupart des autres adolescents. Mais à l'âge de 18 ans, il est convenu qu'elle peut commencer à voler de ses propres ailes, tout en restant encadrée. Cette indépendance est très importante pour Jacqueline, qui aspire comme tout le monde à construire sa propre vie et à faire plus de choix par elle-même. Émile lui déniche donc un premier boulot dans un café d'Avalon, une petite ville située au sud d'Auxerre. Jacqueline est impatiente d'entamer cette nouvelle partie de son histoire et de goûter à un peu plus d'indépendance. Elle annonce même fièrement qu'elle touchera un salaire de 1600 francs mensuels pour cet emploi, selon ce que lui a expliqué son père d'accueil. Dans la suite logique, l'employeur et Émile conviennent d'un jour où elle devra se rendre là-bas en train pour se présenter officiellement et commencer à travailler. Ce matin d'avril 1977, le chauffeur de car quitte donc son domicile comme prévu, pour déposer la jeune fille à la gare d'Auxerre, sauf qu'on ne la reverra plus jamais. À son retour, il raconte tout à fait naturellement à sa compagne que Jacqueline a malheureusement raté son train, et qu'il l'a donc laissée sur le quai de la gare afin qu'elle prenne le suivant. Personne n'a alors de raison de croire que ce qu'il dit est faux. Surtout que quelques semaines plus tard, la famille reçoit une carte postale de la part de Jacqueline, dans laquelle elle raconte en quelques mots qu'elle est bien arrivée à Avalon, et que tout se passe aussi bien qu'elle l'avait espéré. Seulement, si on regarde bien, la carte postale n'est jamais partie d'Avalon. Elle a été envoyée depuis Auxerre. Et soudain, c'est le silence radio pendant de longs mois. Inquiète, la compagne d'Émile contacte donc le fameux employeur de Jacqueline par téléphone, histoire de prendre des nouvelles de sa protégée. Perplexe, celui-ci lui répond qu'il ne connaît ni de Jacqueline Weiss, ni d'Émile Louis, et que personne ne s'est jamais présenté pour un prétendu emploi. Gilberte confronte son conjoint sur ce point, mais il campe sur ses positions et s'énerve.
en marmonnant qu'elle a peut-être suivi un garçon, au lieu de monter dans son train comme prévu. La mère de famille n'en reste pas moins inquiète, alors elle contacte la DAS pour signaler cette disparition. Réponse, maintenant qu'elle est majeure, elle peut bien aller où bon lui semble. Putain, mais même Voldemort aurait été plus humain. C'est un point final pour l'assistance publique, mais pas pour les gendarmes Jambert et Urbain, qui écoutent ce récit avec une sidération considérable. S'ils font le point, une jeune fille disparaît en 1977, une autre en 1979, et une troisième victime est découverte morte en 1981. Et le seul trait commun entre ces trois affaires, c'est le chauffeur de bus. Ce qui rend le constat encore plus amer, c'est de réaliser qu'on ne s'est jamais vraiment soucié du sort de ces filles. Pour une raison tristement évidente. Elles n'intéressent personne. Parfois totalement coupées de leur famille biologique, sans moyens financiers, sans emploi et en grande difficulté sur le plan social, elles étaient pour ainsi dire inexistantes. Et dans peu de temps, vous allez comprendre qu'à l'époque, même certains hommes censés représenter la justice de notre pays n'en avaient strictement rien à faire. Au contraire de Christian Jambert, qui est totalement abasourdi par cette indifférence générale. D'ailleurs, il est certain que ce désintérêt de la gendarmerie et des institutions a laissé tout le loisir aux coupables de s'en prendre à d'autres adolescentes. Si t'étais ado dans les années 70 à 90, t'avais intérêt à travailler ton sprint. C'est ce qui pousse Christian à élargir son enquête en recherchant tous les signalements de disparition non élucidés dans les archives. Il découvre alors avec effroi que ce ne sont pas seulement 2, mais 7 jeunes femmes au total qui ont disparu entre janvier 1975 et septembre 1979, soit en 4 ans seulement. Au nom de Jacqueline Weiss et Martine Renaud, s'ajoutent ainsi ceux de 2 sœurs, Françoise et Bernadette Lemoine, mais aussi Chantal Gras, Madeleine de Juste et Christine Marlot. Elles se sont toutes volatilisées dans les mêmes circonstances, et systématiquement, après avoir été déposées par Émile Louis. La plupart sont considérées comme des fugueuses, et ce, malgré l'absence de moyens financiers pour tenir en fuite, et le fait qu'elles étaient presque toutes déficientes sur le plan mental, donc incapables ne serait-ce que de penser à commettre une fugue. Mais le pire, c'est le lien entre toutes ces victimes potentielles qui sautent littéralement aux yeux. Ce sont toutes des adolescentes vulnérables, confiées à la DAS. Elles se trouvent toutes dans la même zone géographique autour d'Auxerre, et surtout, les instituts médico-éducatifs qu'elles fréquentent sont tous desservis par le quart d'Émile Louis. À ce niveau, même s'il s'était dénoncé, il l'aurait pas eu. Bon, le chef de brigade se met à enquêter sans relâche pendant 3 mois, notamment en interrogeant les nourrices de ces jeunes filles et les directeurs des établissements scolaires de l'époque. À la suite de ces investigations poussées, sa conclusion est sans appel. Ces disparues sont toutes liées à son suspect. Seulement, le problème, c'est qu'Émile Louis s'est attiré la sympathie de tous ceux qu'il croise. Plus encore, le quadragénaire, lui aussi un ancien enfant de la DAS, est aujourd'hui conseiller municipal. C'est même un homme qui semble avoir mené une vie tout à fait normale jusqu'ici, avec un premier mariage en 1950, duquel naîtront 4 enfants. Puis une séparation dans les années 70, précipitée par sa rencontre avec Gilberte Leménorel. Lorsque Christian Jambert questionne celle-ci, mais aussi leurs voisins, les employés des établissements scolaires où il dépose les enfants, et même les habitants de Rouvray où il vit, tous sont unanimes. Émile, c'est le bon gars par excellence. Toujours tiré à 4 épingles dans son costume de conducteur de car. Toujours jovial, poli et respectueux. En plus, il est serviable. Il s'occupe des Noëls de la municipalité et distribue tous les ans des cadeaux et des chocolats aux enfants. On commence à comprendre pourquoi. Sauf que personne ne croit une seule seconde qu'il puisse avoir le moindre lien avec ces histoires de disparition. Ce qu'on peut comprendre si on se met un peu à la place de son entourage. Mais si je vous dis que le bon gars Émile était connu pour avoir régulièrement des gestes déplacés à l'encontre des jeunes filles qui montaient dans son car, vous le trouvez toujours si innocent? Pourtant, c'est ce que le gendarme apprend lors de son enquête. Malgré ça, personne ne s'alarme, ni ne se pose la moindre question. Pire même, on ferme les yeux, parce qu'encore une fois, on ne possède pas la moindre preuve de ces accusations. Certaines plaintes sont bien déposées à la gendarmerie, mais elles finissent toutes par être retirées au bout d'un moment. Sauf que Christian Jambert, lui, n'a pas l'intention de laisser tomber. En parallèle de ses investigations concernant les jeunes filles disparues, il a poursuivi l'enquête du meurtre de Sylviane Lesage, la femme retrouvée enterrée sous du fumier. Il a réussi à rassembler suffisamment d'indices pour confondre définitivement Émile Louis dans cette affaire. Mais il est fou, Christian, il va faire un burn-out à enquêter comme ça. Il a récolté le témoignage de plusieurs personnes, affirmant avoir aperçu plusieurs fois le chauffeur de car en compagnie de Sylviane près de l'abri à bestiaux, où elle a été tuée. Il a aussi découvert que le morceau de tissu qui a servi à lier les poignets de la jeune femme
et le même que celui utilisé par sa compagne, Gilberte, pour confectionner des vêtements à ses enfants. Le fils de celle-ci déclare même qu'il a vu un bout de ce tissu dans la voiture d'Émile Louis. Plus accablant encore, chez lui, on retrouve un imperméable couvert de taches et de boue, et dont les boutons ont été arrachés. Après analyse, il s'avère que cette fameuse boue est la même que celle présente dans le cabanon. Enfin, le chauffeur de car a pris plusieurs jours de congé qui tombent pile au moment du meurtre. Et comme si c'était pas suffisant, il a été aperçu le jour même à cet endroit par d'autres témoins. D'ailleurs, devinez quoi ? Il connaît parfaitement les lieux pour avoir passé sa jeunesse dans une maison située à 1 km de l'abri. En fait, strictement tout dans cette affaire mène à Émile Louis. Christian est sûr de lui. Il sait qu'il ne se trompe pas, peu importe les apparences. Il place donc le suspect en garde à vue fin 1981, dans le but de le pousser à formuler des aveux. Émile Louis est tout de suite informé des soupçons qui sont portés contre lui. Comme les gendarmes s'y attendent, il commence par nier avoir le moindre lien avec le meurtre de Sylviane Lesage, bien qu'il confesse connaître la jeune femme. Tout comme il admet aussi volontiers que les noms de Jacqueline Weiss, Françoise et Bernadette Lemoine, Martine Renaud, Chantal Gras et Madeleine de Juste ne lui sont pas inconnus, puisqu'il transportait toutes ces jeunes filles dans son car. Mais là encore, il nie farouchement toute implication. Par exemple, il déclare que Françoise Lemoine est simplement partie du jour au lendemain, et qu'il ne l'a jamais revue. Pareil pour Chantal Gras et Jacqueline Weiss, qu'il explique avoir conduite à la gare avant qu'elles ne prennent le train pour Avallon. Pour lui, il n'y a aucune raison de le mêler à ces vieilles histoires. Il soutient que toutes ces jeunes filles avaient des mœurs sexuelles plutôt légères, voyaient beaucoup de garçons ou se prostituer même, et que la clé du mystère est tout simplement là. En fait, il sait pertinemment pour quelle raison l'adjudant-chef remet sur le plateau la disparition de ces jeunes filles de la DAS, qu'il a systématiquement été le dernier à avoir vu vivante. Il veut le pousser dans ses retranchements, jusqu'à le faire craquer pour la vraie raison de cette garde à vue, l'assassinat de Sylviane Lesage. Mais Émile Louis se jure qu'il ne tombera pas pour un crime aussi grave. Alors il va ruser et opérer une très belle pirouette qui va mettre un terme prématuré à cette garde à vue. Il avoue, mais attention, pas le meurtre. Non, il concède simplement aux gendarmes qu'il a peut-être bien eu des gestes un peu inappropriés envers les filles. Par exemple, il lui est arrivé de percer des trous dans la porte des toilettes, chez lui, pour observer les petites pendant qu'elles urinent. Et il a aussi profité plusieurs fois du fait que les adolescentes soient dans leur bain pour se livrer à des abus. C'est vrai, il veut bien leur accorder qu'il est sexuellement attiré par les très jeunes filles. Il précise même qu'il a abusé de 2 fillettes de 10 ans, hébergées par sa conjointe, Gilberte, ainsi qu'une adolescente déficiente mentale de 16 ans, qu'il conduisait tous les jours à l'IME. J'ai effectivement tripoté des gamines qui étaient chez Madame Le Ménorel. Je leur ai touché les fesses. J'étais plus dans mon état normal. Je savais plus ce que je faisais. J'étais victime de crises qui m'empêchaient de me contrôler. Je me rappelle plus bien ce qui se passait. Je faisais que des attouchements, c'est tout. Ça me prenait comme ça et après, c'était fini. Énonce-t-il, la larme à l'œil. Alors oui, on peut bien lui reprocher de s'être livré à des attouchements sexuels sur des mineurs à plusieurs reprises, et pour ce fait, il est bel et bien coupable. Mais ôter la vie de quelqu'un, ça non. À première vue, cette déclaration semble être du pain béni pour les enquêteurs, qui ont enfin un début de confession à mettre sur papier. Seulement, il y a un problème. C'est qu'elle vient aussi de fermer toutes les autres portes, dont celle de Sylviane Lesage. Bah oui, tout ce que le juge attendait, c'était juste d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Or, Émile Louis vient tout juste de lui donner satisfaction. Eh, vous énervez pas maintenant, sinon vous aurez plus d'énergie pour ce qui vient. En avouant des actes moins graves que ceux pour lesquels il a été interpellé, Émile Louis détourne le cours de la garde à vue et fait diversion, obligeant ainsi la justice à se concentrer sur les faits avérés. Certes, il va passer par la case prison, mais à l'époque, les agressions commises sur des mineurs étaient moins durement sanctionnées qu'aujourd'hui. Et c'était d'autant plus vrai lorsqu'il y avait des aveux. Le juge ne cherche effectivement pas plus loin. Il laisse le meurtre de Sylviane Lesage de côté et s'empresse de faire condamner Émile Louis pour les agressions dont il s'est rendu coupable. Parmi les victimes qu'il a mentionnées, l'adolescente âgée de 16 ans affirme qu'elle n'a pas seulement fait l'objet de gestes déplacés de la part de son agresseur, mais bel et bien de viols répétés. Elle porte plainte, puis finit par se rétracter sans donner de raison. En conséquence, la justice estime qu'Émile Louis n'a jamais été plus loin que des attouchements. Mais c'est pas le seul élément qui va jouer en faveur du chauffeur de car. Dans le cadre de l'affaire Lesage, il est examiné par un professeur en psychiatrie, reconnu pour ses compétences et son diagnostic sûr. Il conclut son rapport sur ces mots. Émile Louis ne présente pas de troubles psychiques. Il s'est adapté socialement de façon parfaite comme conducteur d'autocar, en dépit d'un statut d'enfant de l'assistance publique. Il ne nous paraît pas dangereux actuellement. Comment ça, il vous paraît pas dangereux ?
Mais même mon chat, il rendrait un diagnostic plus juste. Bon, ce pédocriminel au profil qui n'a visiblement rien d'inquiétant est donc condamné à 4 ans de prison par le tribunal correctionnel d'Auxerre. Christian Jambert est désabusé. Sauf qu'il refuse de baisser les bras, en laissant Émile Louis s'en sortir à si bon compte. Il poursuit l'enquête sur la mort de Sylviane Lesage pendant plusieurs mois et ajoute de nouveaux indices à ceux déjà récoltés. Maintenant, le dossier est épais et plutôt solide, suffisamment d'après lui pour revenir à la charge et inculper le chauffeur de bus une bonne fois pour toutes. Sauf qu'entre-temps, les premières pièces à conviction ont mystérieusement disparu. Sans preuve ni aveu, cette fois-ci, il n'y a plus rien à espérer. Un non-lieu est officiellement prononcé en faveur d'Émile Louis le 4 mai 1984, malgré les énormes soupçons pesant sur lui. Justice ne sera jamais rendue à Sylviane Lesage. Et en ce qui concerne les disparus, l'affaire est sur le point d'être définitivement abandonnée. Je vous conseille d'aller voir un médecin après la vidéo parce qu'il y a moyen de développer un ulcère là. C'est impensable pour Christian, qui ne doute pas une seule seconde de l'identité du coupable. Impensable non seulement d'imaginer Émile Louis libre comme l'air dans quelques petites années, mais aussi de ne pas se battre pour ces jeunes filles, qui n'ont plus que sa voix pour les défendre. Alors le gradé s'arme de sa machine à écrire et se met au travail. Il se met en tête d'écrire un rapport long d'une dizaine de pages au sujet de son suspect, adressé au procureur. Dans celui-ci, il concentre tous ses soupçons, des témoignages, le faisceau d'indices et des preuves récoltées. Il alerte clairement le magistrat au sujet de l'implication du chauffeur de car. En conclusion, il affirme que, malgré des recherches actives, les jeunes femmes objets de l'enquête sont bien disparues. Elles étaient toutes anciennes pupilles de la DAS. Elles n'ont absolument jamais été revues. Toutes ont tout abandonné, laissant leurs affaires, voire même leurs enfants alors qu'elles s'en occupaient encore. Il est certain que pour les 6 disparues officiellement, elles se trouvaient toutes dans l'environnement de Louis-Émile. Ces circonstances sont étranges, d'autant plus que la découverte du cadavre de Lesage Sylviane, disparu dans des conditions identiques aux autres, ont amené une fois de plus les enquêteurs vers Louis E. Avec ce rapport, le gendarme demande expressément l'ouverture d'une enquête judiciaire. C'est son dernier espoir de coincer le suspect. Et au vu des charges énormes qui pèsent contre l'ancien conseiller municipal, il n'y a pas la moindre raison de penser que le procureur de l'époque, René Meyer, répondra par la négative. Pourtant, ce dernier juge qu'il n'a, je cite, « aucun élément pour poursuivre Émile Louis ». Son explication ? Pas de cadavre, pas de meurtre. C'est on ne peut plus simple. Il va même jusqu'à invoquer le fait qu'il est débordé par la gestion de la délinquance routière et qu'il n'a donc pas le temps de s'occuper d'autre chose. Entre les excès de vitesse et la disparition plus que suspecte de 7 pupilles de la DAS, le magistrat a tranché, les prunes avant les pupilles. Pourtant, en poursuivant cette enquête, il existait une foule de preuves à creuser, à analyser, comme par exemple cette fameuse carte postale envoyée par Jacqueline Weiss quelque temps après sa soi-disant arrivée à Avalon, mais qui a en fait été postée à Auxerre. Une simple analyse graphologique aurait pu permettre de confondre Émile Louis, si, comme le pense l'adjudant-chef Jambert, c'est lui qui a imité l'écriture de Jacqueline pour brouiller les pistes. Mais le rapport du gendarme se voit gratifié d'un nom, en lettres rouges et capitales. Il termine sa course dans les archives. Christian prend quand même l'initiative de fouiller les étangs, les rivières et les champs dans lesquels Émile Louis avait l'habitude de se rendre, à la recherche de cadavres. Mais au bout de longs mois, sans un seul corps pour relancer l'affaire, il n'a plus d'autre option que de se rendre à l'évidence. Cette fois-ci, la justice a perdu, et le criminel a gagné. Ou plutôt, la justice a choisi de perdre. Christian Jambert a du mal à cacher son incompréhension, finit par agacer sa hiérarchie, et se retrouve muté à Nevers, à 120 km de là. Quant à Émile Louis, il s'apprête à profiter de 15 longues années de totale impunité pour faire ce que bon lui semble. À présent identifié comme agresseur sexuel, l'ancien chauffeur d'autocar purge 3 ans et demi de prison avant de bénéficier d'une remise de peine qui lui ouvre les portes de la liberté. Nous sommes alors en 1984. Le Terminator vient de faire son apparition, mais c'est pas lui le plus dangereux. Parce que c'est la date à laquelle Émile Louis quitte discrètement Lyon pour aller s'installer dans le département du Var. Mais Émile Louis a perdu beaucoup d'amis pendant le temps qu'a duré sa détention. À sa sortie de prison, seul et sans revenu, il se retrouve contraint de contacter la demi-sœur de sa première épouse, afin de lui demander de l'héberger le temps qu'il se remette sur pied. Elle accepte à condition qu'il réalise gratuitement des petits travaux pour elle. La cohabitation va durer environ 1 an. Pendant cette période, il va enchaîner toutes sortes de petits travaux, sans rechigner, comme il en a toujours eu l'habitude. Après quoi, Émile Louis, qui souhaitait se réinsérer socialement, commence à se loger par ses propres moyens, en louant des mobil-homes dans les campings de la région. Quel meilleur endroit
pour faire de nouvelles connaissances et rencontrer de jolies jeunes femmes. Car comme il sait si bien le faire, le quinquagénaire se rend vite indispensable en rendant de petits services à droite à gauche, à celle avec qui il se lie d'amitié. L'image qu'il s'efforce de cultiver est exactement la même qu'à Auxerre. C'est celle d'un brave homme, courtois et toujours prêt à aider. Mais de son côté, Christian Jambert sait que cette façade cache le plus monstrueux des manipulateurs. Si ce n'est pas déjà fait, Émile Louis récidivera. Il n'en a pas le moindre doute. Pourtant, il a les mains liées par ce en quoi il avait le plus confiance, la justice. Cette idée lui est tellement insupportable qu'il tombe en dépression et est même contraint de faire plusieurs séjours en hôtel psychiatrique. Mais d'autres que lui vont prendre à cœur le sort des disparus de Lyon et saisir le relais qu'il a tenu péniblement pendant de si longues années. Le premier homme à s'intéresser de nouveau à l'histoire de ces jeunes filles se nomme Pierre Maunoir. En 1993, presque 10 ans après la libération d'Émile Louis, il est alors le vice-président de l'ADI, l'association de défense des handicapés de Lyon. S'il s'implique autant pour cette cause, c'est parce qu'il a grandi avec un frère atteint d'un lourd handicap mental. L'association, en lien avec des structures dépendantes de la DAS comme les IME, est alors créée dans le but d'accompagner et de soutenir toutes sortes de personnes vulnérables dans le département. Certes, des dysfonctionnements existent dans les instituts médico-éducatifs, et c'est notamment pour cette raison que l'ADI existe. Sauf que Pierre Maunoir n'aurait jamais imaginé qu'un véritable séisme allait secouer tout son univers. Il apprend que le secrétaire général de l'ADI en personne, autrement l'homme à qui on a confié la gestion des établissements, vient d'être condamné à 6 ans de prison, notamment pour avoir commis plusieurs agressions sexuelles sur des jeunes pensionnaires. J'espère que vous n'êtes pas là pour passer un bon moment. Évidemment, c'est un véritable cataclysme pour la PAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés, mais aussi pour tout le système institutionnel de l'époque. Mais ce drame a au moins le mérite de délier certaines langues. Justement, certains salariés des IME de la région racontent à Pierre Maunoir que ce scandale n'est pas le seul élément dérangeant dans l'histoire de la PAGE. Une série de disparitions inexpliquées a même eu lieu il y a une vingtaine d'années. Depuis, personne n'a jamais revu ces jeunes filles. Pierre Maunoir n'en revient pas. Plusieurs filles de la DAS qui disparaissent comme ça, coup sur coup, sans la moindre explication, c'est quand même loin d'être anodin. Alors comment se fait-il qu'il n'en ait jamais entendu parler jusqu'ici ? C'est à croire que ces adolescentes n'ont jamais existé. Qu'ont fait la gendarmerie et les institutions concernées à l'époque ? Rien. Même moi, un dimanche matin à 7h, je fais plus d'efforts. Tout comme Christian Jambert avant lui. Pierre Maunoir n'en revient pas. Après avoir fouillé les archives des instituts médico-éducatifs en question, il découvre pourtant que ce n'est pas qu'un mauvais rêve. Des fichiers datés de l'époque des disparitions mentionnent effectivement des absences inexpliquées et qu'on n'a jamais cherché à creuser. Parmi les noms de ces adolescentes qui ont cessé du jour au lendemain de se rendre à l'école, il découvre notamment ceux de Chantal Gras et de Bernadette Lemoine, scolarisées dans le même établissement. Considérées d'office comme fugueuses, elles ont simplement été rayées de la liste des élèves. Ni plus, ni moins. Mais Pierre Maunoir, qui a vécu toute sa vie auprès de son frère et qui côtoie tous les jours des enfants déficients, ne croit pas une seule seconde à ces histoires de fugue. Il secoue alors la justice et parvient à se faire entendre après d'intenses efforts. Pour lui, il est impensable de se contenter d'un haussement d'épaule en balayant ses affaires de disparition d'un revers de main. Il faut à tout prix qu'on sache ce que sont devenues ces jeunes filles, dont il transmet les noms au procureur. Ah, il y en a qui vont devoir faire un truc qu'ils aiment pas trop, bosser. La DAS est gentiment priée de se pencher sur le dossier qu'elle avait ignoré jusque-là, mais ne trouve aucune information à exploiter. Alors Pierre, aidé du substitut du procureur, part fourrer son nez dans les archives du tribunal, convaincu qu'il existe quelque part la trace d'une information judiciaire, d'une plainte, ou même d'un début de recherche. Sauf que là encore, on ne remue rien d'autre que de la poussière. Le vice-président de l'association prend alors conscience de ce que Christian Jambert avait déjà réalisé à l'époque. Les vies de ces adolescentes, sans famille et en difficulté sociale, ont tellement peu d'importance qu'elles n'existent littéralement pas sur le plan judiciaire. Mais c'est un homme tout aussi obstiné que l'adjudant-chef. Il se dit que si rien ne bouge du côté de l'État, ce sera peut-être différent s'il alerte la presse. Sans le savoir, il vient de trouver l'élément déclencheur qui va permettre aux disparus de Lyon de passer de l'oubli à la une des informations nationales. Pour ça, il frappe fort dès le départ, en contactant la direction de l'émission Perdu de vue présentée par Jacques Pradel sur TF1. Cette émission de télévision, suivie par des milliers de personnes, et qui met en avant les histoires de personnes disparues en lançant un appel à témoins en direct, a un impact médiatique énorme. Grâce à une équipe composée de journalistes chargés de mener leur propre enquête et de reconstituer les circonstances de la disparition, elle atteint son but à plusieurs reprises, en élucidant certaines affaires. Voilà pourquoi Pierre Maunoir cible ce programme télévisé. Il sait
qu'il peut alerter l'opinion publique à grande échelle. Oui, mais en 1995, au moment où il sollicite l'équipe de production, ce sont des milliers de lettres de demande qui arrivent chaque mois dans les bureaux de TF1, ce qui lui laisse peu de chances d'être entendu. Heureusement, à force d'insistance, il parvient à décrocher un rendez-vous inespéré avec l'un des journalistes de l'émission, Stéphane Minka, qui lui accorde un peu de son temps pour écouter l'histoire qu'il a à raconter. À la fin du récit, le journaliste est perplexe. Pour lui, cette histoire est complètement tirée par les cheveux. Des jeunes filles qui disparaissent à tour de bras dans l'indifférence la plus totale. C'est juste impossible. Mais je le comprends, Cogitor Stories n'existait pas à l'époque. À ce moment, son but est donc simple. Trouver la trace d'au moins une de ses filles pour prouver à son interlocuteur que tout ça, c'est que du vent. Et passer à autre chose. Depuis Christian Jambert en 1981, c'est donc la 3e fois que quelqu'un investigue pour retrouver les disparus. Stéphane est rodé à ce genre de manœuvre. Il appelle la sécurité sociale, les mairies de Lyon, les caisses de retraite. Mais pour la première fois de sa vie, il se retrouve face à un mur. Les adolescentes ont l'air d'être des fantômes. Pas de nom, pas de cotisation, pas de sécurité sociale, pas d'emploi. Elles sont inconnues au bataillon. Ce détail inhabituel pique fortement la curiosité du journaliste, qui commence à croire qu'il y a peut-être bien quelque chose à creuser dans tout ce brouillard. Donc il va passer un nombre incalculable d'heures à contacter des centaines de personnes qui auraient pu connaître l'une ou l'autre des disparus, juste dans l'espoir de pouvoir récolter des témoignages. Même si à ce stade, on en est presque à essayer de s'assurer qu'elles ont bien vécu à un moment donné. Le travail abattu par Stéphane est inimaginable. Il navigue entre le Minitel et le téléphone de son bureau des journées entières, sans prendre de repos, jusqu'à tomber enfin sur une certaine Gisèle Gras, la mère de Chantal. Le journaliste ne laisse pas passer sa chance et lui demande si elle accepte qu'il vienne directement s'entretenir avec elle au sujet de sa fille. Ce qu'elle accepte, c'est une dame âgée et épuisée par la vie qu'il rencontre ce jour-là. Surtout une mère brisée, qui n'a jamais su ce qu'était devenue sa fille de 18 ans après qu'elle se soit volatilisée un jour comme les autres, le 22 avril 1977. Mais aussi fou que ça puisse paraître, elle savait que ce jour fatidique arriverait, et donc n'a pas été surprise. Ce qui peut aussi expliquer le fait qu'elle n'ait pas remué ciel et terre pour la retrouver. Forcément, Stéphane reste un peu bouche bée en entendant ça. Il demande à Gisèle Gras ce qui a bien pu lui laisser croire une chose pareille. À quoi elle répond ces quelques mots. Le chauffeur de car m'avait prévenu qu'elle partirait quand elle aurait 18 ans. Un chauffeur de car aurait prédit à l'avance la future fugue de son enfant. Face à l'interrogation qui se lit sur le visage du reporter, la mère de Chantal précise qu'il s'agit d'un certain Émile Louis. Un homme très gentil qui conduisait tous les jours les enfants dans leurs instituts. Émile Louis. Ce nom n'est pas inconnu à Stéphane Minka, pour une simple et bonne raison. Quelques semaines auparavant, il est tombé sur un article de presse dans lequel on pouvait lire en toutes lettres que l'homme venait d'être condamné pour attentat à la pudeur sur des enfants de la DAS placés chez sa compagne et lui. Il y a de quoi être un peu troublé, sauf pour les gendarmes évidemment. Surtout, cette découverte convainc encore plus le journaliste de poursuivre son travail d'investigation. Il sent qu'il est tout prêt de mettre le doigt sur quelque chose de monumental. Oui, mais comment en savoir plus sur ce mystérieux chauffeur d'autocar ? La réponse se trouve forcément au commissariat d'Auxerre, qui a dû conserver toute la procédure judiciaire le concernant. Le gendarme qui prend l'appel accepte tout de suite d'aider Stéphane Minka dans ses recherches et retrouve un rapport comportant le nom d'Émile Louis. Il est daté de 1984 et signé de la main du chef de brigade, Christian Jambert. À l'intérieur, il est écrit en toutes lettres que le chauffeur de car est fortement suspecté d'être impliqué dans cette affaire de disparition ainsi qu'un meurtre. Le journaliste n'en revient pas. Des années plus tôt, cet enquêteur de la brigade de recherche d'Auxerre avait déjà parfaitement cerné Émile Louis et il avait rédigé un rapport extrêmement précis à ce sujet. Pourtant, l'affaire est restée enterrée pendant plus d'une décennie. Comment c'est possible ? Et où se trouve Émile Louis à présent ? La personne la mieux placée pour répondre à ces questions n'est autre que le gendarme qui s'est occupé de l'affaire à l'époque, Christian Jambert. L'adjudant-chef qui a dirigé l'enquête concernant le meurtre de Sylviane Lesage en 1981 n'est pas facile à trouver. En mauvaise santé, rongé par l'amertume de ce qu'il estime être le plus gros échec de sa carrière et écœuré par l'inaction de la justice, il a pris sa retraite de la gendarmerie depuis déjà 6 ans. Et sur le plan personnel, ça va pas fort non plus depuis son divorce. Lorsque Stéphane Minka le retrouve avec l'équipe de Perdu de vue, le gendarme obstiné et fonceur de l'époque
est en maison de repos. Il tente de reprendre goût à la vie, depuis qu'il a essayé de mettre fin à ses jours. Sauf qu'il ne sera pas en mesure de répondre aux questions qu'on lui pose, trop diminué par sa santé fragile. Le journaliste qui s'est déplacé depuis Paris accuse le coup. Il avait placé énormément d'espoir dans cette entrevue, mais le contexte des disparitions, le rapport accablant de Christian Jambert et les liens évidents entre toutes ces jeunes filles de la DAS sont déjà plus que suffisants. Le 15 mars 1996, un épisode entier de l'émission est consacré aux disparus de Lyon. Cette première diffusion, à une heure de grande écoute, va parvenir à faire ce que personne n'avait alors jamais réussi jusque-là. Réunir les familles des 7 jeunes filles, qui vont enfin réaliser ce qui s'est passé, et se mobiliser pour faire bouger les choses. D'ailleurs, Pierre Maunoir est lui aussi présent sur le plateau en tant que représentant de son association d'aide aux handicapés. Après ce tour de force, les parents biologiques, frères, sœurs et proches des disparus, retrouvent Pierre à son domicile. Le choc et la douleur sont les maîtres mots de ce rendez-vous improvisé. Faut bien comprendre que si personne n'a jamais porté plainte, c'est parce que les institutions de l'époque ont catégoriquement refusé d'apporter leur aide. Systématiquement. Elles ont découragé les familles en leur rabâchant le fait qu'il n'y avait rien à faire en cas de départ volontaire. Alors après toutes ces années, le sentiment de trahison est donc encore plus fort. D'autant que si certaines de ces filles ont été volontairement abandonnées à la naissance, ce n'est pas le cas de toutes. La mère de Chantal Gras, par exemple, n'a jamais eu l'intention de se séparer d'elle. Elle lui a été retirée de force à cause de son compagnon violent, avant d'être placée au bon soin de la protection de l'enfance pour qu'elle n'ait plus jamais rien à craindre. Mais ça, c'était seulement sur le papier. Car c'est bien dans ce cadre qu'elle a disparu après avoir été ramenée chez elle par Émile Louis, le chauffeur du car dans lequel elle montait tous les jours. Alors Pierre n'a pas à insister longtemps pour convaincre ses familles de se constituer partie civile et de porter plainte pour enlèvement et séquestration arbitraire, même si au fond, personne n'est dupe. Les chances pour que les adolescentes soient décédées depuis tout ce temps sont presque de 100%. Le problème, c'est qu'il est pour ainsi dire impossible de porter plainte pour meurtre si on n'a pas le moindre corps à soumettre aux autorités. Et vu que les enquêteurs sont aussi motivés que des députés une fois élus, va falloir faire autrement. L'avocat qui représente les proches des disparus contourne donc cet obstacle comme il peut. Tout semble bien engagé cette fois-ci. Les caméras, l'équipe de Perdu de vue, Christian Jambert qui se déplace en personne au tribunal d'Auxerre, ainsi que la trentaine de proches des disparus. Tout est réuni pour qu'enfin, la justice daigne jeter un œil à ce dossier qui devient brûlant. Pourtant, le juge d'instruction décide encore une fois de balayer tout ça d'un revers de main. Il ne souhaite pas recevoir les familles pour entendre ce qu'elles ont à dire. Attendez, vous énervez pas. Gardez encore un peu d'énergie, on n'est pas au bout. D'après le juge, il n'y a quasiment aucune chance qu'une information judiciaire puisse aboutir dans ce cas. Et même si on trouvait les corps, il considère que l'auteur des meurtres bénéficierait presque à coup sûr de la prescription. Parce qu'à cette époque, ce genre de crime est prescrit au bout de 10 ans, si aucun acte judiciaire n'a été entrepris dans ce laps de temps. Les disparitions ayant eu lieu de 1975 à 1979, la théorie s'applique. D'ailleurs, il est passablement agacé par tout ce remue-ménage télévisuel qui accuse un peu trop directement les magistrats et la gendarmerie à son goût. En fait, on commence tellement à lui casser les oreilles avec ses vieilles histoires de fugue qu'il prend la décision de fermer le dossier 4 mois plus tard, sous prétexte qu'il est trop ancien et qu'il a d'autres chats à fouetter. Mais les familles des disparus, soutenues par les journalistes, leurs avocats ainsi que Pierre Maunoir et Christian Jambert, n'ont plus l'intention de se contenter d'un simple nom. Elles font appel de cette décision et sont enfin entendues. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Le 30 mai 1997, après 2 décennies de retard et au prix d'efforts acharnés, une instruction est officiellement ouverte au sujet des disparus de Lyon. L'ancien chef de brigade d'Auxerre revient littéralement à la vie en apprenant la nouvelle. Pour lui, c'est à la fois une reconnaissance tardive de tout son travail d'enquêteur, mais aussi et surtout l'espoir de voir enfin Émile Louis répondre de ses crimes. Mais contre toute attente, une tragédie frappe à nouveau dans cette période de soulagement. Christian Jambert saute la vie 3 mois plus tard, à l'aide d'une carabine 22 longs rifles. C'est vrai que le gendarme à la retraite était devenu dépressif depuis des années et avait tenté une première fois de mettre fin à ses jours. Seulement, le timing a de quoi surprendre. Comment expliquer qu'il ait décidé de passer à l'acte au moment précis où il voyait enfin le fruit de son long combat récompensé, où il avait l'opportunité de renverser les cartes et de voir le tueur en série qui lui a échappé pendant toutes ces années arrêté et condamné. Pour certains, un tel geste ne s'explique tout simplement pas. Mais pour d'autres, la conclusion est peut-être un peu trop rapide. Le décès du militaire, qui était l'enquêteur principal de l'affaire, commence à faire enfler la polémique dans les médias. On murmure même
qu'il s'agirait d'un assassinat. L'idée est entre autres alimentée par 2 éléments. D'abord, le fait qu'il se soit tué non pas d'une, mais de 2 balles dans la tête. Ce qui paraît assez compliqué en pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Et puis, deuxièmement, l'expert balistique qui a analysé les éléments sur place affirme que la carabine était trop longue pour que Christian Jambert ait pu lui-même appuyer sur la détente tout en tenant le canon posé contre son front. La justice cède à la pression grandissante et ouvre une information judiciaire, mais après enquête, maintient sa première hypothèse et conclut l'affaire par un non-lieu. C'est bizarre, mais circulez. Y a rien à voir. Et si vous voulez voir, on vous crèvera les yeux visiblement. L'adjudant-chef qui avait rédigé son rapport à charge en 1984 ne pourra donc plus prêter main forte pour la suite de l'instruction. Mais ça veut pas dire que le combat va s'arrêter là. Bien au contraire. Quelques semaines après cette perte tragique, la brigade de recherche de Paris reprend l'enquête des disparus de Lyon. Et elle le fait depuis le début, en remontant point par point l'investigation menée à l'époque. 2 gendarmes sont même désignés pour se consacrer à temps plein à ce dossier, vieux de plus de 20 ans. Mais même si Émile Louis est le seul à être directement pointé du doigt dans le rapport Jambert, rédigé en 84, les enquêteurs affectés à la tâche démarrent de zéro, en écartant aucune piste. Fugue avérée, réseau de prostitution, toutes les pistes sont étudiées à la loupe et écartées l'une après l'autre. Toutes sauf une, celle qui mène au chauffeur de bus. Dans le cadre de cette nouvelle enquête, on tente de reprendre contact avec tous les proches des disparus et les salariés des IME de l'époque. Mais on n'oublie pas non plus qu'Émile Louis est le père de 4 enfants biologiques qu'il a eus avec sa première épouse, 2 garçons et 2 filles. À présent que tous sont adultes, les gendarmes se disent qu'il serait peut-être intéressant d'aller demander aux enfants du couple, mais surtout aux filles, comment leur père se comportait avec elles lorsqu'elles étaient petites. Manque de chance, ces 2 garçons refusent tout net de répondre à la moindre question. Avec Manuelle, la première des 2 sœurs, les enquêteurs n'ont pas plus de succès. Tout ce qu'elle consent à dire, c'est qu'elle n'a jamais cru en la culpabilité de son père et qu'elle ne souhaite faire aucune déclaration à ce sujet. C'est avec la fille aînée d'Émile Louis qu'on va enfin réussir à obtenir quelques informations. Elle s'appelle Marilyn, et au contraire de sa sœur cadette, elle annonce tout de suite la couleur. Elle et son père, de tout son être. D'après son témoignage, elle affirme avoir été victime de violences et d'abus tout au long de son enfance. Il terrorisait la famille en maintenant tout le monde sous son emprise, déclare-t-elle d'une voix ferme. À ses yeux, cet homme adulé par tous n'est rien de moins qu'un monstre. Elle va même jusqu'à porter de très graves accusations à son encontre, en affirmant qu'il l'a agressée sexuellement à de multiples reprises, notamment grâce à des somnifères qu'il l'a forcée à ingérer. Mais elle va vraiment aider les enquêteurs au moment où elle va leur remettre plusieurs vêtements de femmes, trouvés des années plus tôt dans le garage de leur maison. Parmi ces quelques habits qui n'appartiennent à personne de la famille, se trouvent plusieurs sous-vêtements féminins, ainsi qu'un manteau, qui a la particularité d'avoir un bouton mal recousu et différent des autres. Les gendarmes prennent le tout en photo et soumettent ces images aux familles au cas où l'un des proches reconnaîtrait quelque chose. Et il y a bien un objet que la sœur de Madeleine de Juste va pointer du doigt, le fameux manteau. Elle se souvient très bien qu'à l'époque, Madeleine portait ce vêtement et avait même recousu maladroitement un bouton dépareillé. À ce moment-là, en 1997, ça fait déjà plusieurs années que l'ADN a fait son entrée au service de la police scientifique. C'est donc ce qui est immédiatement recherché par les enquêteurs, avec succès. Une trace génétique est prélevée sur cette pièce à conviction pour être comparée à l'ADN du principal suspect. En ce qui concerne Marilyn, c'est tout ce qu'elle consentira à dire pour le moment. Et c'est déjà bien assez pour que les hommes de la brigade de recherche commencent à se forger une opinion sur ce personnage à la fois invisible et terriblement calculateur qu'est Émile Louis. Mais ce dont ils ne se doutent pas à cet instant, c'est qu'elle est très loin de leur avoir révélé la véritable facette de son père. Bah oui, elle a fait une promesse à sa mère, celle de ne jamais rien dévoiler de leur terrible secret. Promesse qu'elle va tenir encore pendant plusieurs années. En attendant, l'enquête suit son cours. L'ancienneté des faits la rend particulièrement pénible et compliquée. Mais elle a au moins le mérite de progresser. Les gendarmes viennent d'ailleurs de retrouver la trace de leur suspect à Draguignan, dans le Var. Il vit une existence discrète dans un petit immeuble de la commune, mais a conservé sa véritable identité, ce qui le rend plutôt facile à retrouver. Attendez, j'ai dit discrète ? En fait, pas vraiment. Après avoir consulté les fichiers nationaux, les enquêteurs apprennent tout de même que l'ancien délinquant sexuel n'a malheureusement pas tardé à récidiver. D'après le rapport, c'est en 1989, soit 8 ans plus tôt.
que se sont déroulés les faits. Émile Louis s'est lié d'amitié avec l'un de ses voisins dans le camping où il vivait à l'époque. C'est un père de famille tout juste divorcé et qui a obtenu la garde de ses 2 enfants, un garçon et une petite fille. Alors quand il s'absente, il lui arrive régulièrement de le confier à ce bon vieux Émile, si serviable et si attentionné, qui sait aussi bien s'y prendre avec les plus jeunes. Sauf que ses pulsions sont plus fortes. L'ancien chauffeur de car agresse sexuellement les enfants de son voisin, ce qui lui vaut un nouveau détour de 5 ans par la case prison, seulement derrière les barreaux. Son comportement exemplaire lui vaut une importante réduction de peine. Il est libre depuis 1992, date à laquelle il a pris ses quartiers à Draguignan. Ça fait donc déjà 5 ans qu'il a tranquillement repris sa place dans la société. 5 ans sans embûche judiciaire, sans faire parler de lui. Pour autant, a-t-il cessé d'être le prédateur qu'il a vraisemblablement toujours été ? C'est la question que se posent les gendarmes quand ils le rencontrent chez lui pour la première fois. Ils découvrent alors un homme de 63 ans, que tous les enfants du quartier semblent connaître et appellent affectueusement « Papy ». Bavard, bon vivant, le visage rondouillé et l'œil pétillant, c'est vrai qu'il inspire quelque chose de sympathique au premier abord. Et c'est bien ça le pire. D'ailleurs, il n'est plus célibataire. Depuis environ 3 ans, il est marié à Chantal Paradis, une femme d'une 50aine d'années, un peu effacée, qu'il a rencontrée alors qu'elle venait tout juste d'effectuer un séjour dans une clinique psychiatrique, et qui a l'air d'obéir à son époux au doigt et à l'œil. Malheureusement, c'est à peu près tout ce que les gendarmes auront glané comme renseignement suite à leur passage dans le sud de la France. Car du côté de l'expertise ADN, on n'obtient pas de résultats convaincants. Sauf que depuis sa médiatisation sur TF1, l'affaire des disparus de Lyon commence à faire beaucoup de bruit. Tant et si bien que des journalistes de plusieurs chaînes de télévision se mettent à faire le pied de grue au pied du HLM de Draguignan, dans l'espoir d'obtenir une interview exclusive du chauffeur de car soupçonné d'être un tueur en série. Parfois, Émile Louis se montre agressif et menaçant. Mais dans d'autres circonstances, il accepte de se défendre pour répondre à ce qu'il qualifie de salaud qui ne raconte que des conneries. Il se dit victime d'une machination, accusé à tort et harcelé sans raison. Alors que 3 ans se sont écoulés depuis la réouverture de l'enquête des disparus de Lyon, dans la presse, une personne inattendue refait soudain son apparition et l'accuse d'une gravité exceptionnelle. Sa fille aînée, Marilyn. Croyez-moi, elle va vite capter toute l'attention de ceux qui s'intéressent à l'affaire. Celle qui qualifiait déjà son père d'homme tyrannique et monstrueux quelques années auparavant, affirme qu'elle aurait assisté, en direct, au meurtre d'une femme. Pendant des heures, Émile pouvait se livrer à des actes de barbarie tels que suspendre sa victime, ma mère ou moi, à un arbre. Ça se passait souvent au bord du Serein, à Rouvray. J'ai aussi vu mon père tuer une jeune femme. C'était dans un bois près de Vénizy, dans Lyon. Il l'a attachée à un arbre, puis l'a éventrée. Là, on parle plus d'enlèvement ou de séquestration. Ce dont témoigne Marilyn, c'est tout bonnement une scène de boucherie. Mais une question se pose avec cette déclaration qui apparaît du jour au lendemain. Pourquoi la fille d'Émile Louis, âgée maintenant de 47 ans, n'a pas dénoncé plus tôt ce meurtre sauvage auquel elle aurait assisté? D'après elle, tout simplement parce qu'elle avait promis à sa mère de ne jamais en parler. Donc elle n'a rien dévoilé jusqu'à son décès. Sauf qu'en respectant cette promesse, elle a aussi gardé pour elle des informations qui auraient pu être décisives par le passé. Maintenant libérée du poids du secret, elle poursuit au sujet des disparus. C'est un manipulateur qui a su attirer les victimes dans un piège. Il a aussi profité des dysfonctionnements qui pouvaient exister au sein des différents organismes. Émile a profité d'un système social qui ne s'intéressait pas aux jeunes femmes de l'assistance publique. On pourrait difficilement mieux résumer. Marilyn tente à présent de faire tout ce qu'elle peut pour faire tomber son père. Elle adresse même un courrier au magistrat chargé de l'enquête, dans lequel elle détaille encore plus ses accusations. Dans un extrait de cette lettre, elle écrit que le terrain préféré d'Émile Louis, c'était le bord du Serein. Là, il suspendait sa victime à un arbre, et après l'avoir bâillonnée et dévêtue, il lui introduisait tout objet pouvant pénétrer dans les cavités naturelles. Elle explique même que son père se livrait à toutes sortes de maltraitances sur sa mère et elle. Par exemple, en reproduisant des scènes de torture tirées de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Il pouvait entre autres plonger la tête de sa fille dans un lavabo rempli d'eau, jusqu'à ce qu'elle montre des signes d'étouffement, dans une sorte de jeu pour lequel elle devait endosser le rôle d'une méchante résistante. Après quoi, il la menaçait en lui promettant que la suite serait bien pire si elle osait parler de ça à qui que ce soit. Un peu plus loin dans ce courrier, elle raconte qu'il la forçait souvent à prendre des somnifères à son insu, pour l'emmener au bord du Serein et abuser d'elle. Mais aussi qu'elle a retrouvé plusieurs fois sa mère complètement droguée dans le lit conjugal, presque incapable de se lever, entourée de morceaux de tuyaux en caoutchouc, de pinces, de poires à lavement, ou encore de serviettes de toilette pleines de sang.
et de matière fécale. Ce témoignage, lourdement à charge, est aussi difficile à entendre que précieux. Non seulement il est fourni par la propre fille du suspect, mais en plus, d'après ses dires, elle a été témoin direct de certains de ses crimes. Et avec ces déclarations qui font l'effet d'un coup de tonnerre, l'étau se resserre encore un peu plus sur Émile Louis. Au milieu de tout ça, son épouse, Chantal, ne dit presque rien, si ce n'est qu'elle soutient son mari de tout son être, et qu'elle le sait incapable d'actes aussi odieux que ceux qui lui sont reprochés. Il y a fort à parier que cet homme qu'elle qualifie presque de saint a oublié de lui parler de ses séjours en prison pour des faits d'agression sur mineurs et d'attentat à la pudeur. Tandis que l'opinion publique se prend de passion pour cette histoire incroyable et que les journalistes se disputent les informations les plus croustillantes, les gendarmes de la section de recherche poursuivent inlassablement cette enquête. En tout, il ne leur faudra pas moins de 3 ans pour parvenir à la même conclusion que Christian Jambert à l'époque, sauf qu'ils se retrouvent face à un mur qui semble infranchissable et qui pourrait réduire tout leur travail à néant, celui de la prescription. Comment décourager 3 ans d'enquête en une seule phrase ? C'est pas compliqué. Il vous suffit d'être procureur de la République et d'annoncer haut et fort « Même si Émile Louis se présentait dans mon bureau en avouant qu'il est le coupable, je serai obligé de le laisser repartir. » Pour quelle raison ? La prescription, bien sûr. Et oui, dans les faits, le principal suspect semble juste hors d'atteinte. Les disparitions datent déjà d'un quart de siècle, ce qui équivaut à plus du double de cette fichue prescription. Autant dire que les gendarmes n'ont fait que donner des coups d'épée dans l'eau. Mais quand même, après tout ce qui s'est passé, après le travail incroyable de Christian Jambert qui s'est battu toute sa vie pour que cette affaire aboutisse enfin, après la mobilisation des familles et le fait que l'histoire ait été portée au grand public, ce serait inconcevable de s'arrêter. D'accord, mais que faire alors ? Il faut pousser Émile Louis à avouer ses crimes, même si ça ne sert à rien, même s'il ressort libre du commissariat, même si c'est inaudible. Au moins, les proches des disparus connaîtront la vérité. Le 13 décembre 2000, il est interpellé chez lui et placé en garde à vue dans le cadre de l'affaire des disparus de Lyon. Mais bon, pour quelle raison un tueur qui a réussi à passer entre les mailles du filet pendant 25 ans et qui sait pertinemment qu'il ne risque rien, irait tout à coup se dénoncer ? Paradoxalement, c'est pourtant sur ce point précis que les gendarmes vont décider de jouer. Texte de loi à l'appui, ils commencent l'interrogatoire en assurant à leur suspect qu'il y a de toute façon prescription dans ce dossier et qu'il ne pourra jamais être inquiété de quoi que ce soit, même si l'envie lui prenait de vider son sac là maintenant. En fait, il lui offre l'opportunité de soulager sa conscience et de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette histoire, avec la garantie que ça n'aura pas la moindre conséquence. C'est à ce moment-là, alors que personne n'ose vraiment y croire, que la garde à vue prend une tournure complètement irréelle. Émile Louis, mort à l'hameçon. Enfin, il avoue qu'il a bien tué les 7 jeunes filles de la DAS. Les gendarmes cessent de respirer le temps d'un silence écrasant. Et les premiers mots tombent. J'ai commencé à avoir des pulsions sexuelles à partir de 1976. À cette période, ma vie a basculé dans l'horreur. L'horreur, c'est effectivement un terme assez juste pour décrire ce qu'il s'apprête à raconter. Tout d'abord au sujet de Jacqueline Weiss, la jeune fille qu'il était censé avoir déposée à la gare de Serres pour qu'elle se rende à Avallon, où l'attendait son premier emploi. Sans surprise, il déclare que l'adolescente n'est en fait jamais montée dans ce fameux train. Il l'a tuée pour une raison très simple. D'après lui, il entretenait une relation extra-conjugale avec elle. Sauf qu'elle s'était mise à le menacer de tout raconter à sa femme, Gilberte, s'il n'acceptait pas de la quitter pour vivre avec elle. Une version assez tordue, mais dont les gendarmes prennent d'abord note sans rien dire. La question primordiale, et qui brûle les lèvres des enquêteurs, est maintenant de savoir ce qu'il a fait du corps. Car personne n'a jamais réussi à le retrouver. Émile Louis, qui a toujours hurlé son innocence, répond pourtant du tac au tac à cette question. Jacqueline Weiss est enterrée au bord du Serein, cette rivière qui traverse Lyon et dans laquelle il avait l'habitude de pêcher lorsqu'il habitait le Rouvray. D'ailleurs, c'est toujours à cet endroit qu'il a caché les cadavres de ses autres victimes, après les avoir agressées sexuellement, puis mises à mort. Depuis le début, les disparus de Lyon étaient donc tout près, enfouis au bord de l'eau. Les hommes de la brigade de recherche arborent une mine indifférente, mais leur pouls vient secrètement de s'emballer. Jamais ils n'auraient imaginé obtenir des aveux circonstanciés au bout de 2 heures d'interrogatoire. Alors l'emplacement de tous les corps, c'est tout bonnement inespéré. Pourtant, ils sont pas au bout de leur surprise. Impassible, Émile Louis se met ensuite à expliquer précisément ce qu'il s'est produit lors de son premier passage à l'acte. Nous avons fait l'amour sur une sorte de petite plage au bord du Serein. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais plus moi-même. Je me souviens plus dans quelles circonstances j'ai été amené à la tuer. Je me rendais compte de rien. J'étais habité par quelqu'un d'autre qui me poussait au mal.
Cette force me poussait à la tuer. Je sais pas comment je l'ai tuée. J'étais à côté d'elle, je l'ai appelée pour la réveiller. Je pense que je suis resté auprès de son corps pendant une demi-heure. C'est à ce moment-là que la bestiole m'a quitté. La bestiole serait donc une force incontrôlable qui prend possession d'Émile Louis et le pousse à tuer. S'agit-il d'une invention de son cru afin de minimiser sa responsabilité? C'est très probable. D'autant que le pervers affiche un air jouissif quand il mentionne les faits. La suite de son discours fait d'ailleurs plus penser à un récit de science-fiction qu'à une vraie perte de contrôle liée à un trouble mental. J'avais brusquement une envie pressante de faire l'amour, surtout à la pleine lune. J'avais une force surnaturelle qui m'habitait et qui me forçait à faire du mal lors des rapports sexuels. Lorsque j'avais des pulsions, je donnais rendez-vous à des filles que je transportais dans mon bus. Voilà donc son mode opératoire. Tous les éléments sont à présent entre les mains des gendarmes. Émile Louis se sent intouchable, innocenté par le fait de la prescription qu'on lui a promise. Il se sait même tellement à l'abri de toute sanction pénale qu'il prend une initiative surprenante. Proposer aux enquêteurs de les emmener à l'endroit précis où il a inhumé les cadavres. Et ça, faut pas leur dire deux fois. Les militaires qui ne souhaitent rater cette occasion pour rien au monde sautent dans leur véhicule en compagnie du tueur. Ils parcourent les 700 km qui séparent Draguignan-d'Auxerre d'une seule traite. À présent, les voilà à quelques centaines de mètres du Serein, cette rivière tranquille, près de laquelle Émile Louis affirme avoir commis une série de meurtres abominables à l'époque où il habitait encore la région. Le vieil homme avance tranquillement à travers les arbres et les buissons, qui ont remodelé le paysage depuis les années 75, tout en expliquant que l'endroit a bien changé et qu'il n'est pas sûr de bien se situer. Quand soudain, son doigt pointe un amas d'herbes hautes. Là, j'en ai enterré une. Et le sinistre balai continue. Il y en a une ici aussi. C'est moi qui l'ai tuée. À mesure qu'il progresse, l'ancien chauffeur de car désigne l'une après l'autre les tombes de fortune des 7 disparus de Lyon, d'une voix glaciale et indifférente. Que les corps se trouvent effectivement là ou non, il est de toute façon sûr et certain de ce qu'il avance. Il arbore même un petit air suffisant, similaire à celui d'un chasseur fier de déballer ses trophées devant tout le voisinage. Sauf que là, le voisinage, c'est toute une brigade de gendarmerie. Et il est bien le seul à fanfaronner à l'endroit où 7 jeunes filles ont connu l'enfer avant d'être assassinées. Tandis qu'Émile Louis fait le malin dans les broussailles, les 2 enquêteurs principaux de l'affaire tiennent le juge du tribunal d'Auxerre informé de la situation, quasiment en temps réel. Mais le magistrat est loin de se réjouir des découvertes, parce qu'il comprend que s'il ne trouve pas un moyen de détourner la prescription, c'est un homme coupable de 7 meurtres qu'il va devoir relâcher au terme des 48 heures de garde à vue. Autrement dit, un tueur en série. Le magistrat ne se laisse donc pas le choix. Il faut à tout prix empêcher cette aberration. Surtout en sachant qu'une petite centaine de journalistes fait le pied de grue devant le palais de justice en attendant de savoir ce que la justice décidera de faire. Pierre Monnoir est à présent lui aussi accompagné des avocats des familles. L'ambiance est à couper au couteau dans les couloirs de l'édifice. Et ça va pas s'arranger. Le juge d'instruction a beau faire des pieds et des mains pour tenter d'esquiver l'inévitable, il vient de recevoir une réponse formelle de la Cour de cassation. La prescription est incontournable. La loi, c'est la loi. Et 10 ans, c'est 10 ans. Mais pour les avocats présents sur place, c'est une décision insoutenable. Ils font immédiatement appel, en proposant de mettre Émile Louis en examen pour enlèvement et séquestration plutôt que pour meurtre. Cette manœuvre est effectivement bien pensée, car dans le cas d'un enlèvement, la législation est un peu différente. Tant que la personne disparue n'a pas été retrouvée, la prescription ne s'applique pas. Dans le cas d'Émile Louis, ça tombe à pic. Il pourrait donc tout à fait être mis en examen le temps que les fouilles soient entreprises sur la zone du Serein. Mais ça veut aussi dire que si on retrouve un ou plusieurs cadavres à l'issue de ces recherches, l'astuce ne marche plus. Cette fois-ci, on sera dans le cadre d'un meurtre. Ce qui voudra dire que la prescription fera son grand retour sur le devant de la scène. Putain, le bourbier. Les avocats des proches des disparus ont tout à fait conscience du fait que l'exhumation d'un corps les ramènerait au point de départ sur le plan juridique. Mais si ça arrivait, les familles pourraient au moins commencer à faire leur deuil et auraient une tombe sur laquelle se recueillir. Et puis, cette solution est certes fragile et temporaire, mais elle offre tout de même un avantage non négligeable. Placer Émile Louis en détention. C'est quand même le point le plus urgent à cet instant. À court de solution, le juge d'instruction décide donc de suivre la suggestion qui lui est faite, à la grande surprise du suspect, qui avait la ferme intention de rentrer chez lui après cette petite balade au bord de la rivière. Oui, mais c'était sans compter sur une petite subtilité de la loi, et le combat incessant de certaines personnes. Et pour une fois, c'est allé dans le bon sens. À présent, va falloir aller retourner des mètres et des mètres cubes de terre à la recherche de restes humains, à chaque endroit désigné par le tueur. L'enjeu est énorme, voire exceptionnel. Si des corps sont mis au jour, alors les familles connaîtront enfin une partie de la vérité. Sauf qu'en contrepartie,
Émile Louis pourra à nouveau invoquer la prescription et espérer s'en sortir parfaitement libre. En revanche, si on ne trouve rien, le mystère et la douleur resteront les mêmes. Peut-être que le scandale de l'affaire, qui fait maintenant grand bruit, cumulé à la ténacité des avocats, permettra de faire enfin condamner le coupable pour les faits d'enlèvement et séquestration. En tout cas, la réponse n'a jamais été si proche. Quelques jours plus tard, les gendarmes balisent la zone à fouiller. C'est le moment de vérité. Les moyens déployés à la rivière sont impressionnants. Et même la météo exécrable ne ralentit pas les fouilles, qui sont menées sur les indications directes d'Émile Louis. La pelleteuse creuse déjà depuis plusieurs heures, ce qui ressemble maintenant à un champ de bataille. Et hormis l'eau qui remonte, rien ne surgit de terre. Planté devant l'énorme trou, les gendarmes et techniciens en identification criminelle retiennent leur souffle. Est-ce que le suspect ne leur aurait pas menti ? Il semblerait que non. L'engin vient de s'arrêter net car son conducteur a aperçu quelque chose. Il s'agit d'un morceau d'os. Quelques coups de pelle plus tard, un squelette entier est extrait de la boue. Il reposait sur plusieurs vêtements soigneusement pliés, ainsi qu'une paire de chaussures de femme. En exhumant ces restes, la terrible réalité frappe de plein fouet tous ceux qui assistaient aux recherches, celle d'un monstre qui n'a rien inventé, mais qui a bel et bien profité de la faiblesse et de la vulnérabilité de nombreuses jeunes filles isolées pour les traquer, les agresser et les mettre à mort de manière systématique. L'ADN prélevé sur les vêtements de la première victime confirme d'ailleurs sans le moindre doute qu'il s'agit bien de l'une des disparues. C'est Madeleine de Juste, 21 ans au moment de son enlèvement. Les recherches continuent donc au bord du Serein, mais la seconde zone désignée par Émile Louis ne permet pas de retrouver le deuxième corps. Par contre, la pelleteuse déterre une valise contenant une quantité impressionnante de vêtements et d'accessoires féminins. Et puis, plus rien. Les 2 semaines qui suivent n'apportent étrangement aucune nouvelle découverte. Il faudra attendre le début du mois de janvier pour qu'un autre squelette soit remonté à la surface, toujours selon l'emplacement exact indiqué par le tueur présent à chaque fouille. Cette fois-ci, il s'agit du corps de Jacqueline Weiss. Mais dans son cas, les expertises vont s'avérer encore plus glaçantes. Elle est retrouvée les mains attachées dans le dos et son slip enfoncé dans la bouche. Ça vous rappelle rien ? Avant d'être enfouie sous le fumier de la cabane à bestiaux, Sylviane Lesage avait subi les mêmes sévices. À l'époque, le chef de brigade Christian Jambert avait même noté que quelqu'un lui avait placé un sous-vêtement dans la bouche. Si le doute subsistait encore un peu en ce qui concerne Jacqueline Weiss, il est donc maintenant tout à fait certain qu'elle ne s'est jamais rendue à Avallon pour son tout premier emploi. Elle n'a même jamais mis les pieds à la gare d'Auxerre. Elle gisait ici, depuis tout ce temps, alors que personne ne la recherchait. On peut affirmer que ses dernières minutes de vie ont été abominables en analysant un détail en particulier. Des traces de dents sont encore visibles sur les sous-vêtements coincés dans sa mâchoire. Selon l'expertise, ça laisse à penser qu'elle était encore en vie au moment où elle a été enterrée. Les familles de Madeleine et Jacqueline sont averties par le biais de Pierre Maunoir, qui tient à leur faire part lui-même de la terrible nouvelle. Parce que, même si c'est une forme de délivrance, les circonstances dans lesquelles les 2 jeunes filles sont décédées sont particulièrement difficiles à entendre. Et malheureusement, les autres familles n'auront jamais les réponses tant attendues, car aucun autre squelette ne va être exhumé au Serein, malgré les déclarations assurées d'Émile Louis. Ça peut s'expliquer par le fait que la rivière sort de son lit à chaque saison hivernale, et qu'elle a énormément bougé en plus de 25 ans. Durant toutes ces années perdues, les crues successives ont très bien pu emporter les dépouilles des autres victimes, et leurs secrets avec elles. En tout cas, le sexagénaire multirécidiviste ne peut désormais plus nier les faits. Enfin, en toute logique. Mais Émile Louis décide de défier la logique et de suivre les conseils de son avocat en revenant intégralement sur ses aveux 1 mois après la découverte des corps. C'est un peu gros, non ? Bah, il a quand même l'air d'y croire assez fort pour se rétracter totalement devant le juge d'instruction, en niant maintenant les abus, les enlèvements, ainsi que les meurtres. D'accord, mais du coup, pourquoi s'être accusé de crimes qu'il n'aurait pas commis ? D'après son avocat, c'était une façon comme une autre de se débarrasser de cette histoire lourde. Son client en avait tout simplement assez d'être sous les feux de la rampe. Et comme on lui avait donné l'assurance qu'il bénéficierait de la prescription, il a plongé la tête la première. Étrange comme stratégie de défense. D'autant plus que par le plus grand des hasards, on a effectivement retrouvé 2 squelettes aux endroits qu'il a lui-même indiqués devant les gendarmes. Mais Émile Louis a réponse à tout. Il déclare au juge qu'il savait effectivement que des corps se trouvaient dans cette zone, parce qu'un beau jour, alors qu'il était sagement en train de se pêcher, il aurait aperçu 2 Arabes en train d'enterrer les cadavres. Ça aussi, c'est la stratégie de l'avocat ? Émile Louis aurait même alerté Christian Jambert à l'époque, mais celui-ci ne l'aurait pas cru, et se serait donc pas déplacé pour vérifier ses dires. Oui, le Christian Jambert,
connu pour ne jamais laisser passer la moindre information et aller jusqu'au bout de son investigation. Le pitbull qui était sur ses côtes depuis presque 2 décennies. Évidemment, c'est assez facile d'impliquer quelqu'un qui n'est plus là pour le contredire. De toute façon, qu'il se rétracte ou non ne changera plus grand-chose à présent. Car les 2 corps retrouvés placent le juge dans une impasse. La prescription est de nouveau dans la partie. Ce qui ne veut dire qu'une seule chose. Il va devoir relâcher celui qui vient juste d'être confondu par ses découvertes. Retour à la case départ. Et donc c'est la même question qui se pose à nouveau, avec une pression à son plafond maximum cette fois-ci. Comment contourner la loi? La mise en examen pour enlèvement et séquestration était le seul atout que la justice avait dans sa manche. Le problème a beau être retourné dans tous les sens, la conclusion reste terriblement la même. C'est trop tard pour faire payer Émile Louis. Il a gagné. À première vue, c'est vrai. Et c'est en grande partie grâce au procureur Meillard qui a tamponné d'un nom le rapport de Christian Jambert qu'on doit cet exploit. Mais je vous rassure, cette histoire va pas se terminer de cette façon. Un retournement de situation totalement inattendu va bientôt tout changer pour l'ancien chauffeur de car qui commençait déjà à préparer ses vacances au soleil. Pour faire court, selon les textes de loi de l'époque, il fallait réunir 2 critères pour que la prescription s'applique. Qu'un délai de 10 ans se soit écoulé depuis le crime et qu'aucun acte judiciaire n'ait été entrepris entre-temps. En gros, si le coupable commet un meurtre en 1980 et qu'il ne se passe strictement rien jusqu'en 1990, il n'a plus aucun souci à se faire. Mais si un acte d'enquête est entrepris pendant ces 10 ans, que ce soit une mise en examen ou une audition par exemple, le délai s'interrompt et le compteur repart de zéro jusqu'aux 10 prochaines années. Dans le cas d'Émile Louis, on pensait jusque-là qu'aucun acte judiciaire n'avait été entrepris dans le délai imparti. Sauf que c'était une erreur. Et c'est une nouvelle fois Pierre Maunoir qui va sauver les meubles. Vous vous souvenez du moment où il a eu connaissance du scandale qui a éclaté à propos du secrétaire général de la Page, condamné pour agression sexuelle sur une pensionnaire? C'était en 1993. C'est grâce à cette affaire qu'il a appris la disparition de plusieurs autres filles de la DAS et qu'il a commencé à s'inquiéter de leur sort. Donc il a écrit les noms des adolescentes portées disparues sur un bout de papier, qu'il a ensuite confié au substitut du procureur d'Auxerre. Celui-ci a aussi essayé de trouver des informations à ce sujet, et il a même écrit au Conseil général de Lyon pour demander le dossier des filles. Comme ça n'a l'air de rien, mais ce n'était ni plus ni moins que le début d'une enquête. Et tout a été consigné de manière officielle sur un document conservé dans les archives. Ce morceau de papier, passé de main à main en 1993, est donc un acte d'enquête en bonne et due forme. Et si on passait au calcul maintenant? Le premier acte d'instruction ou d'enquête est produit en 1984 lorsque Christian Jambert a envoyé son rapport à charge contre Émile Louis. Sauf qu'un non-lieu met un terme direct à l'investigation. La prescription commence. Elle court jusqu'en 1993, date à laquelle, sans le savoir, Pierre Maunoir l'interrompt. 9 ans se sont écoulés entre-temps, à 1 année près. Émile Louis était certain de s'en tirer à tous les coups, parce qu'il ne se passe que 7 ans entre 1993 jusqu'à sa garde à vue en décembre 2000, qui remet une nouvelle fois le compteur à zéro, aux yeux de la loi. Plus rien n'empêche donc l'inculpation du tueur de Lyon pour les 7 meurtres qu'il a avoués. Il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'on passe du soulagement général à une vague de colère et d'indignation nationale. Bon, en vrai, à ce stade, on est déjà profond dans l'indignation. Mais après toutes ces erreurs et ces manquements cumulés, le procès auquel on ne croyait plus va donc bien avoir lieu. Seulement, ce serait mal connaître Émile Louis de penser qu'un prédateur tel que lui, qui a tué 4 de ses victimes en 6 mois sur la période de janvier à juillet 1977 et a récidivé à chaque sortie de prison, s'est arrêté là. C'est pas parce qu'il a passé la soixantaine que ses pulsions perverses l'ont quitté. Alors, qui est sa dernière victime en date? C'est Chantal Paradis, sa dernière épouse. L'ancien chauffeur de car est en effet accusé de viol avec torture et acte de barbarie, commis de manière habituelle sur une personne particulièrement vulnérable. Il s'en est aussi pris à sa belle-fille, qu'il a agressée sexuellement. Sauf qu'au contraire des disparus de Lyon, cette dernière est encore en vie et peut ajouter son témoignage poignant à la propre fille d'Émile Louis, Marilyn. En 2004, un premier procès a lieu dans le Var, pendant lequel l'accusé va être jugé spécifiquement pour ces 2 crimes. Voilà l'occasion pour tous, médias, intervenants, publics et familles, de se rendre compte de la personnalité extrêmement violente et malsaine de cet homme habité par ses démons, et qui prend un immense plaisir à torturer et faire souffrir ses victimes. À travers le témoignage de Chantal et de sa fille, on prend soudain la mesure de l'atrocité des meurtres commis dans les années 70, et des horreurs inimaginables
qu'ont dû endurer les disparus de Lyon avant de rendre leur dernier souffle. D'ailleurs, le verdict ne laisse aucune place au doute. Lors de ce premier procès, Émile Louis est reconnu coupable d'agression sexuelle ainsi que d'actes de torture. Il est condamné à 20 ans de réclusion puis à 30 ans en appel. Le coup des Arabes n'a pas marché. Mais c'est 7 mois plus tard que le moment tant attendu a lieu à Auxerre, près de 30 ans après son premier meurtre supposé. Celui qu'on surnomme dorénavant le boucher de Lyon s'apprête à faire face aux familles des victimes. C'est aussi et surtout l'occasion de donner un semblant d'explication au meurtre en essayant de saisir la complexité de sa personnalité. Pour ça, 2 psychiatres l'expertisent à nouveau et rendent leur rapport, très éloigné du premier rédigé en 1982. Vous vous souvenez quand il avait attouché des mineurs et qu'on avait dit « non, il est pas dangereux ». D'après les nouvelles conclusions, la raison de ses comportements violents serait à chercher du côté de son abandon à la naissance. C'est plus simplement une profonde haine envers lui-même qui aurait motivé ses actes. Autrement dit, Émile Louis n'aurait jamais accepté le fait d'être lui-même un enfant de la DAS. Ce qui expliquerait pourquoi la majorité de ses victimes étaient elles-mêmes des adolescentes placées. On va pas se mentir, c'était aussi bien plus facile pour lui de manipuler une femme fragile, naïve et isolée. Ce qui était aussi le cas de Chantal Paradis et de sa fille. Pour rallier la cour à sa cause, il s'épanche sur son enfance d'après-guerre compliquée, la vie difficile à la campagne, et raconte qu'il a été abusé sexuellement à l'âge de 14 ans. Mais lorsqu'il parle de ses années à l'armée, durant lesquelles il se décrit comme un héros de guerre, et que la vérité nettement moins glorieuse démonte son récit, tout le monde perçoit son vrai visage, celui d'un menteur pathologique. Il continue à clamer son innocence et plaide non coupable des 7 meurtres dont il s'était pourtant accusé en 2001. Le 25 novembre 2004, il est enfin déclaré coupable pour les meurtres des 7 disparus de Lyon et condamné à la prison à perpétuité, avec une période de sûreté de 18 ans. Suite à cette affaire hors norme, la loi concernant la prescription a été modifiée pour passer de 10 à 20 ans. Et 2 anciens procureurs d'Auxerre ont été sanctionnés pour négligence. Mais le procureur Meyer, responsable du non-lieu en 1981 dans l'affaire Sylviane Lesage, n'a jamais eu de problème de son côté. Il coulait déjà une retraite paisible au moment où l'État cherchait les responsables de ce fiasco judiciaire et était de ce fait inatteignable. Pourtant, le fait est qu'il a largement participé au fait qu'Émile Louis ne soit pas arrêté dans les années 80. Et beaucoup refusent encore aujourd'hui de croire qu'un tueur en série de son envergure ait tout à coup cessé d'agir une fois son déménagement dans le Var. Pourquoi assassiner 7 jeunes femmes entre 1975 et 1979, puis arrêter de commettre des meurtres tout à coup alors qu'il n'est jamais réellement inquiété? Comment imaginer une seule seconde qu'il n'a aucun lien avec le drame qui s'est déroulé en 1986, dans un camping de la commune de Roquebrune-sur-Argent? Cette année-là, une jeune mère de famille de 25 ans, nommée Ségolène Werner, séjourne seule dans ce camping, parce qu'elle s'est séparée de son compagnon 1 an plus tôt, et vient tout juste de se rapprocher de lui pour la reprise d'une vie commune. Enfin, seule, elle l'est pas vraiment, puisqu'elle est accompagnée de ses 3 enfants. La jeune femme écrit régulièrement à ses parents en Lorraine pour les rassurer et leur raconter ses journées. Dans l'une de ses lettres, elle parle des gens d'ici qui sont très gentils et qui se sont même proposés de l'emmener faire ses courses pour lui rendre service. Les gens en question, c'est surtout un voisin qui vit dans le bungalow d'à côté, un certain Émile Louis, joyeux retraité aimable et prévenant, qui adore passer du temps avec elle et ses enfants. À ce moment, ça fait déjà 2 ans que l'homme est condamné pour attouchement sexuel sur mineur, est sorti de prison et a quitté Lyon. Il a enchaîné plusieurs petits boulots, dont un nouveau job de chauffeur de bus scolaire, mais devinez quoi? Il a été renvoyé à cause de gestes déplacés sur les enfants, sans la moindre poursuite judiciaire. Alors il a tout le temps pour être aux petits soins avec sa charmante voisine, si seule et si vulnérable. Il l'emmène faire des courses, l'invite à manger chez lui quand le budget est trop serré pour nourrir les enfants, et se montre toujours disponible et à l'écoute, exactement comme il le faisait avec les adolescentes de la DAS, qu'il mettait systématiquement en confiance avant de passer à l'acte. Et en confiance, Ségolène a toutes les raisons de l'être. Elle s'estime même chanceuse d'être tombée sur cet ange gardien. Mais le 25 novembre 1986, alors que son conjoint passe la voir vers 1h du matin, il la découvre inanimée sur le sol de son bungalow. Ségolène ne respire plus et elle ne reprendra plus jamais conscience. 30 minutes plus tard, le médecin constate officiellement le décès de la jeune mère de famille. Celui-ci remonterait déjà à plusieurs heures. Quelques jours après le drame, Émile Louis accepte de donner une vague version des faits au compagnon endeuillé. Il déclare que sa conjointe est partie toute la journée il ne sait où,
en lui confiant la garde des petits. Il aurait alors passé un peu de temps à attendre le retour de la jeune femme, en vain. Tout allait bien et tout le monde était en vie quand il a fini par rentrer chez lui après avoir couché les enfants. À première vue, c'est plutôt cohérent avec le rapport d'autopsie, qui ne décèle aucune trace de coup ni de blessure sur le corps de la jeune femme. Le légiste remarque surtout la présence d'un énorme œdème pulmonaire et conclut à une mort par défaillance cardiaque. Des prélèvements sanguins sont tout de même réalisés en vue d'une expertise, mais ne seront jamais analysés. Ce jour-là, le laboratoire avait trop de travail sur les bras. 2 mois plus tard, la cause naturelle de la mort est confirmée. Et le dossier est définitivement bouclé. Ni le compagnon de la victime, ni son si prévenant voisin ne seront jamais interrogés officiellement. Ségolène Werner n'a simplement pas eu de chance. Voilà, là vous pouvez vous énerver. Mais à quel moment a-t-elle vraiment manqué de chance? Quand son cœur a lâché? Ou bien plus tôt, quand elle a croisé la route de son voisin Émile Louis? Un journaliste qui a eu vent de cette histoire décide d'y mettre son nez. Il ignore tout du passé de l'ancien détenu et n'a donc aucune raison de s'intéresser à lui. Non. Il trouve juste que ce décès prématuré est assez étrange pour justifier l'ouverture d'une enquête et décide donc de s'y pencher un peu plus. Il parvient à se procurer le rapport d'autopsie, qu'il transmet à un second expert en médecine légale. Et celui-ci contredit totalement la conclusion du premier légiste. Il affirme pour sa part que la jeune femme a succombé à une intoxication chimique ayant provoqué une asphyxie. Pire encore, il n'exclut pas le fait qu'elle ait été étouffée intentionnellement après avoir ingéré des médicaments de force. Ce mode opératoire n'est pas sans rappeler celui décrit par la fille d'Émile Louis, notamment lorsqu'elle l'accusait d'administrer des drogues ou des somnifères aux femmes dont il voulait abuser. D'après son témoignage, son père avait même l'habitude de fonctionner de cette façon avec la plupart de ses victimes. Alors peut-on encore croire qu'il ne s'agit que d'un hasard quand on relie les points entre eux? Tout comme les disparus de Lyon, Émile Louis côtoyait Ségolène tous les jours. Il vivait à proximité, instaurait un climat de confiance et se rendait indispensable au moment où la jeune femme était vulnérable, fragilisée par une période compliquée de sa vie. Mais à l'image de la justice de Lyon, le procureur de la République n'a pas souhaité s'encombrer d'une affaire de plus et a conclu à une mort naturelle en à peine plus d'1 mois. Avec le recul, cette tragédie amène forcément à réfléchir. Aucun tueur en série n'arrête brutalement ses activités criminelles si rien ne l'y oblige. Et l'histoire nous a démontré que c'est encore plus vrai dans le cas d'Émile Louis. Que ce soit dans le département du Var ou ailleurs, il a sans doute fait plus de victimes que les 7 disparus de Lyon. Car s'il n'a été jugé que pour 7 meurtres, la liste de ses victimes supposées s'est alourdie au fil des années, avec l'ajout de 5 autres noms, dont ceux de Ségolène Werner, Sylviane Lesage, mais aussi Lucette Évin, Marie-Jeanne Coussin et Elisabeth Fontaine. Les 3 dernières ont disparu dans les années 70 et leurs cadavres ont tous été retrouvés, soit quelques jours, soit des dizaines d'années plus tard. Des femmes et des jeunes filles, pour lesquelles Émile Louis n'avouera de toute façon plus jamais quoi que ce soit, puisqu'il s'est éteint en prison en 2013, après avoir purgé un peu moins de 9 ans de détention, des suites d'une maladie neurologique. Ouais, on va pas le pleurer. D'ailleurs, cette histoire me rappelle celle de Robert Picton, qui avait fait un carnage au Canada grâce à la police, on va le dire. Normalement, tu dois connaître l'affaire puisque je te l'ai racontée ici. On est arrivé au bout de cette affaire criminelle. N'oublie pas de t'abonner à CyberGhost en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs, tout ça sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Un grand merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt. Bye.